Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous abordons l'analyse en composantes principales ainsi que les analyses factorielles, exploratoires et confirmatoires, des techniques statistiques fréquemment utilisées en sciences sociales et humaines, notamment en sociologie et en psychologie, lorsqu'il s'agit d'analyser l'interdépendance entre des variables observées. Dans un premier temps, nous nous intéresserons à l'analyse factorielle au sens maximaliste du terme, précisément comment la définir, ses objectifs, ses différentes variantes, ainsi que les différentes étapes de l'analyse proprement dite. Dans un deuxième temps, nous aborderons l'analyse en composantes principales avant de s'intéresser à l'analyse des facteurs communs, appelée aussi analyse factorielle exploratoire. Et finalement, nous terminerons avec l'analyse factorielle confirmatoire à laquelle je vous ai d'ailleurs introduit la semaine passée. Prenons le nombre 36. Il est possible effectivement de décomposer ce nombre de façon à retrouver sa configuration originale. 4 fois 9 permet de retrouver 36. 4 fois 3 fois 3 permet de retrouver ce même nombre. 2 fois 2 fois 3 fois 3 permet également de retrouver 36. Ben voilà ce qu'on appelle décomposer en facteurs ou factoriser. Nous venons de factoriser le nombre 36 en différents facteurs. Eh bien, on est dans le même univers en analyse factorielle. On cherche effectivement à décomposer un concept en dimensions ou facteurs, de sorte à pouvoir retrouver la variance originale dans les variables observées. L'idée étant tout simplement de chercher à expliquer l'interdépendance entre ces variables observées. Et donc, l'analyse factorielle cherche à expliquer pourquoi des variables sont intercorrélées entre elles en impliquant des dimensions. Lorsque ces dimensions sont des composantes principales, on parle d'analyse en composantes principales. Lorsque ces dimensions sont plutôt des facteurs communs ou principaux, on parle d'analyse des facteurs communs. Dans les deux cas, on cherche à générer le nombre optimal de dimensions qui permet d'extraire le maximum de variance dans les données des variables observées et par conséquent qui explique le mieux cette interdépendance en particulier. Et donc ici, on est en présence d'une approche exploratoire, étant entendu que lorsqu'on cherche plutôt à valider, confirmer une structure factorielle comportant un certain nombre de dimensions, facteurs précisément, on mène une analyse factorielle confirmatoire. Voilà donc les trois variantes de l'analyse factorielle. On va se concentrer en particulier sur l'analyse en composantes principales et des facteurs communs, qui sont toutes les deux des techniques qui cherchent à extraire des dimensions. Que ces dimensions soient des composantes principales ou des facteurs communs. Et leur méthode de calcul est la même. Toutefois, des différences fondamentales les séparent. Considérons ce cercle comme représentant la variance d'une variable y1, cet autre cercle la variance de y2 et ce cercle la variance de y3. Lorsqu'on considère toute la variance dans les données de ces trois variables et qu'on cherche à décomposer cette variance, on fait de l'analyse en composantes principales. Donc l'idée ici est d'aller à la recherche du nombre optimal de composantes principales qui explique le plus de variance dans les données. Par contre, dans le cas de l'analyse des facteurs communs, on s'intéresse plutôt à la variance commune entre les trois variables. Autrement dit, ce que les trois variables
y1, y2 et 3 ont en commun entre elles, étant entendu que chacune de ces trois variables a quelque chose qui lui est spécifique, autrement dit une variance qui est unique à chacune de ces variables. Donc ici, on cherche à décomposer, à analyser la variance commune en générant un nombre optimal de facteurs qui expliquent le plus la variance commune aux variables observées. Et donc si on compare bien les deux modèles, on voit effectivement que dans le cas de l'analyse en composante principale, puisqu'on s'intéresse à toute la variance dans les données, et donc ici, on ne tient pas en compte des erreurs, parce qu'effectivement, on pense qu'il n'y a pas d'erreur de mesure, puisqu'on considère toute la variance dans les données. Et donc, les scores sont parfaits, et donc, on s'intéresse à toute la variance. Par contre, dans le cas de l'analyse des facteurs communs, on pense que chaque variable a quelque chose qui lui est spécifique. De telle sorte qu'ici, on modélise les erreurs de mesure. Donc voilà une différence fondamentale qui sépare ces deux techniques, étant entendu que techniquement parlant, pour ce qui est de l'analyse en composante principale, elle va reposer sur une matrice de corrélation complète, dans laquelle la diagonale va inclure toute la variance des variables observées, alors que dans le cas de l'analyse des facteurs communs, la matrice de corrélation va inclure une diagonale considérant seulement les variances communes aux variables observées. Évidemment, nous verrons les implications statistiques lorsqu'on utilise telle matrice de corrélation plutôt que telle autre matrice de corrélation. Mais en attendant, voilà comment se présente le modèle des deux techniques. En particulier, en analyse en composante principale, on cherche à expliquer l'interdépendance entre des variables par un certain nombre de composantes principales. Autrement dit, par le moins de composantes principales possibles qui va extraire le plus de variance possible. Étant entendu qu'ici, on considère toute la variance dans les données. Et donc, on voit bien ici que les erreurs de mesure ne sont pas modélisées ici. Et que par conséquent, l'analyse en composante principale est surtout utilisée lorsqu'on veut condenser, réduire les informations. Ce n'est pas le cas de l'analyse des facteurs communs qui effectivement cherche à extraire le moins de facteurs possibles à partir de la variance qui est commune aux variables observées. Et donc si on parle de variance commune, c'est parce que chacune des variables aussi a quelque chose qui est spécifique, qu'on appelle erreur de mesure. Et bien justement, l'analyse des facteurs communs modélise les erreurs de mesure. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est une technique qui est appropriée lorsqu'on veut découvrir la structure latente qui se cache derrière des intercorrélations entre des variables. Donc, autant dans le cas d'analyse en composante principale, les composantes sont simplement des variables composites. Dans le cas de l'analyse des facteurs communs, ici les facteurs sont plutôt des variables latentes. Et donc on voit bien qu'en analyse des facteurs communs, on est vraiment dans l'univers de la modélisation. Voilà donc les différences fondamentales qui séparent les deux techniques. Ici, on résume quelques éléments de différence entre ces deux techniques. L'analyse en composante principale est par conséquent une technique de réduction des données, puisqu'on cherche effectivement à condenser l'information, alors que l'analyse factorielle proprement dite, ou si vous voulez l'analyse des facteurs communs, est plutôt une forme de modélisation linéaire incluant des variables latentes, puisqu'on cherche ici effectivement à générer des variables latentes à partir de l'intercorrélation, des intercorrélations entre les variables observées. De telle sorte que, contrairement à l'analyse en composante principale, eh bien, l'analyse factorielle proprement dite requiert que les variables observées suivent une distribution normale. Et que par conséquent, si vous travaillez avec des variables observées qui ne sont pas distribuées en adéquation avec la loi normale, vous pouvez vous contenter tout simplement de l'analyse en composante principale, dont le but, encore une fois, est simplement de réduire, condenser des données
à un nombre restreint de composantes principales. Étant entendu bien sûr que l'analyse en composantes principales est parfois utilisée comme technique approximative de l'analyse des facteurs communs, en particulier lorsque les variables observées sont très corrélées entre elles, de telle sorte que la variance commune à ces variables coïncide avec toute la variance dans les données de ces variables. Eh bien, ces deux techniques vont donner des résultats très similaires. Par contre, lorsqu'effectivement la variance commune aux trois variables est moins importante, en tout cas comparativement à toute la variance dans les données de ces trois variables, eh bien, on va avoir tendance à obtenir des résultats différents entre ces deux techniques. Donc, très important de savoir dans quelle situation ces deux techniques donnent des résultats similaires et dans quelle autre situation les résultats peuvent largement différer. Étant entendu que ce sont deux techniques statistiques relevant de l'analyse factorielle qui reposent sur les mêmes hypothèses. En particulier, on pense que derrière les intercorrélations entre des variables se cachent des dimensions, que ces dimensions soient des composantes ou des facteurs. Précisément, lorsque effectivement des individus ont des réponses similaires, ils ont tendance à se positionner sur une dimension en particulier. Et lorsque d'autres individus ont d'autres réponses similaires, ils vont avoir tendance à se positionner sur d'autres dimensions, de telle sorte effectivement qu'on obtienne des dimensions qui expliquent l'interdépendance entre les variables analysées. Étant entendu qu'on obtient autant de dimensions que de variables possibles. Si vous analysez trois variables observées, vous obtenez au maximum 3 dimensions. Pour 6 variables observées, vous obtenez 6 dimensions. Mais on cherche à obtenir un nombre restreint de dimensions qui explique le plus de variances possibles. Autrement dit, qui explique le plus l'interdépendance entre les variables observées. De telle sorte qu'on obtient ce qu'on appelle une structure pluridimensionnelle. Étant entendu qu'on peut obtenir une structure unidimensionnelle lorsqu'en l'occurrence, les variables observées s'attirent toutes sur une même dimension. Autrement dit, lorsqu'elles mesurent toutes un même construit, on obtient une structure unidimensionnelle. Voilà donc les hypothèses qui sont au fondement de l'analyse factorielle au sens maximaliste du terme. Mais pourquoi utilise-t-on l'analyse factorielle? TAC nous résume merveilleusement les différents objectifs qui justifient l'usage de l'analyse factorielle dans la littérature. En l'occurrence, certainement l'objectif le plus important lorsqu'on fait appel à l'analyse factorielle, c'est de condenser, réduire l'information contenue dans un ensemble de variables qui sont certainement en interdépendance. Et donc, c'est le principe de réduction de l'information qui sous-tend l'usage de l'analyse factorielle. En l'occurrence, supposons qu'on travaille auprès de, 6 variables dépendantes, mais qu'on veut réduire l'information en une seule variable dépendante ou en 2 variables dépendantes de façon à faciliter l'analyse, autrement dit pouvoir utiliser par exemple un modèle de régression. Mais dans ce cas, on gagnerait à utiliser l'analyse factorielle qui est certainement très appropriée lorsqu'on veut réduire un ensemble de données à un nombre restreint de dimensions représentant bien sûr de nouvelles variables, mais aussi lorsqu'on veut comprendre, identifier la structure latente des données. On pense que si des variables sont corrélées entre elles, c'est parce qu'il y a quelque chose de latent derrière. Il y a quelque chose qui se cache. Et c'est quelque chose qui se cache derrière cette intercorrélation, cette interdépendance, ce qu'on appelle structure latente. Et c'est justement l'un des objectifs poursuivis lorsqu'on utilise l'analyse factorielle. Mais certainement, le sens premier, originel de l'analyse factorielle, c'est d'aider à développer des typologies empiriques de variables. Autrement dit, regrouper des variables
à un nombre restreint de groupes homogènes. Mais aussi, lorsqu'on cherche à réduire un espace de n variables à un espace de p dimensions, cette méthode est appropriée. En particulier, lorsqu'on travaille avec une dizaine de variables, comment les représenter graphiquement de façon à mieux comprendre leurs intercorrélations? Eh bien, c'est le sens effectivement de cette méthode qui aide à représenter graphiquement de telles variables observées. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles cette technique effectivement est devenue populaire au fil du temps. C'est la possibilité effectivement de représenter graphiquement une pluralité de variables sous forme graphique à plusieurs dimensions. Bien sûr, lorsqu'on veut construire une échelle ou instrument de mesure, certainement l'analyse factorielle est appropriée, en particulier si on veut construire l'échelle de satisfaction, l'échelle de stress. Eh bien, l'analyse factorielle va aider effectivement à isoler les différentes dimensions d'une telle échelle. Et finalement, certainement, l'un des objectifs les plus importants, en tout cas en sociologie en particulier, c'est de pouvoir orthogonaliser des prédicteurs afin de réduire la multicollinarité. On en a déjà parlé lorsque nous abordions la régression linéaire. C'est qu'effectivement, la régression linéaire et logistique aussi, multiple, s'utilise à la condition que les prédicteurs ne soient pas corrélés fortement entre eux. Que se passe-t-il maintenant si on se retrouve dans ce genre de situation? Eh bien, une solution consiste simplement à utiliser l'analyse factorielle de façon à orthogonaliser, autrement dit, à rendre indépendants les prédicteurs et pouvoir utiliser dans de bonnes conditions un modèle de régression logistique ou linéaire multiple. Mais voilà, autant d'objectifs qui sont poursuivis dans la littérature lorsqu'on utilise la méthode d'analyse factorielle. Pour atteindre ces objectifs, eh bien, la démarche d'analyse comporte un certain nombre d'étapes. Alors, on va les aborder assez rapidement, en commençant par les préalables d'une telle analyse. Quelle méthode d'extraction des dimensions choisir? Comment évaluer la qualité de la solution factorielle et bien sûr déterminer le nombre optimal de dimensions? Et finalement, interpréter les dimensions après rotation. Alors on va y aller, on va commencer par les préalables à l'analyse factorielle. En analyse factorielle, on cherche à explorer, générer un nombre restreint de dimensions, qu'elles soient des composantes principales ou des facteurs communs, susceptibles d'extraire le plus de variance possible dans les données ou d'expliquer le plus l'interdépendance entre les variables observées. Et par conséquent, on est dans l'approche exploratoire. Étant entendu que pour ce qui est des types de variables, en principe, les variables doivent être de nature quantitative, contenu strictement parlant. Évidemment, en psychologie en particulier, dans la plupart des cas, l'analyse factorielle est effectuée sur la base de variables observées, mesurées selon l'échelle de type Likert. C'est correct. En particulier, si on s'inscrit dans la perspective de l'école anglo-saxonne, on peut effectivement conceptualiser des variables ordinales mesurées avec des échelles de type Likert en variables continues et utiliser l'analyse factorielle. D'autres même vont aller plus loin et utiliser des variables dichotomiques à condition qu'elles soient codées 0, 1 et procéder à l'analyse factorielle, même si, d'après certains auteurs, ce n'est pas conseillé. Mais ce qui est intéressant avec des logiciels de modélisation comme M+, c'est qu'avec des variables dichotomiques, on peut tenir compte de leurs caractéristiques catégorielles avec un estimateur approprié. Alors, ça se fait dans M+. Mais ce qu'il faut retenir de manière générale, c'est qu'effectivement, il faut que les variables soient quantitatives pour pouvoir utiliser l'analyse factorielle. Et bien sûr, vous assurez que les variables observées sur lesquelles repose l'analyse soient mesurées avec la même échelle de mesure. Si les variables ne sont pas mesurées
avec la même échelle de mesure, eh bien certainement les variables dont l'échelle de mesure est plus grande vont avoir tendance à plus saturer sur certaines dimensions en particulier, de telle sorte qu'il y aurait un déséquilibre dans la répartition des poids des variables sur les dimensions. Une façon effectivement de s'assurer d'obtenir une répartition équitable, eh bien, c'est d'avoir des variables, par exemple, standardisées sur une même échelle. Et donc, on peut utiliser, par exemple, les scores Z avant de pouvoir procéder à l'analyse factorielle dans la situation où les variables mesurées n'ont pas la même unité de mesure. Et pour ce qui est du nombre de variables, évidemment, ça prend un minimum de 3 variables pour pouvoir procéder à l'analyse factorielle et de préférence beaucoup plus que 3. Parce que plus le nombre de variables est important jusqu'à un certain point, plus il va être approprié de justifier l'intérêt à réduire les informations à un nombre restreint de dimensions. Étant entendu qu'il est possible de procéder à une analyse factorielle avec seulement 2 variables. Mais en général, ça prend minimalement 3 variables. Pour ce qui est de la taille de l'échantillon, évidemment, il n'y a pas de consensus dans la littérature, mais habituellement, le ratio le plus fréquemment avancé, c'est le ratio de 10. Donc 10 cas pour une variable. Et par conséquent, si vous avez 3 variables, il vous faut 30 cas. Une fois qu'on a fini de satisfaire au préalable de l'analyse, il faut choisir la méthode qui permet d'extraire les dimensions. Autrement dit, d'expliquer l'interdépendance entre les variables observées. Mais dans le cas de l'analyse en composantes principales, on utilise la méthode des composantes principales qui permet d'analyser, de décomposer, d'expliquer assez simplement l'ensemble de la variance contenue dans les données des variables observées. Par contre, pour ce qui est de l'analyse factorielle proprement dite, la méthode d'extraction utilisée est la méthode des facteurs communs. Donc, qui va chercher à décomposer, expliquer seulement la variance qui est commune aux variables observées. Ces deux méthodes les plus fréquemment utilisées en analyse factorielle sont implantées dans le logiciel SPSS, étant entendu que ce logiciel aussi comporte un autre estimateur qu'on appelle maximum de vraisemblance, que vous connaissez déjà, qui est également implanté dans le logiciel M+. Le maximum de vraisemblance va à la recherche du nombre minimal de facteurs qui maximise, reproduit le plus possible la matrice de corrélation entre les variables observées. Et l'intérêt principal de cette méthode d'estimation, c'est d'aider à maximiser la capacité à généraliser la solution obtenue à la population dont est issu l'échantillon. Étant entendu que les méthodes des composantes principales et des facteurs communs portent essentiellement sur des données d'échantillon. Donc avec le maximum de vraisemblance, on va chercher à surtout généraliser la solution à la population, en particulier avec le test d'ajustement du Ki-carré dans M+, notamment. D'autres méthodes d'extraction des dimensions sont aussi disponibles dans SPSS. Les moyennes carrées, par exemple non pondérées, appropriées lorsque vous avez des distributions qui ne suivent pas la loi normale, ou l'alpha de maximisation, qui est très intéressant lorsqu'on veut maximiser l'inférence psychométrique. Autrement dit, lorsqu'on veut maximiser la capacité à inférer une échelle à la population. Pour résumer, voilà donc les deux méthodes principales pour extraire les dimensions à l'aide du logiciel SPSS, étant entendu que pour ce qui est du maximum de vraisemblance, eh bien, les résultats d'SPSS et d'M+, seront similaires concernant précisément l'analyse factorielle proprement dite, autrement dit l'analyse des facteurs communs. Une fois qu'on a fini de spécifier la méthode d'extraction des dimensions et qu'on a fini d'obtenir une solution, eh bien, il faut vérifier si les postulats de l'analyse factorielle sont respectés ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est que SPSS peut nous donner ces informations. Alors, la première information, c'est de s'assurer qu'il y a un minimum de corrélation linéaire
entre les variables observées. On parle effectivement d'une corrélation minimale de 0,30, mais il faut apprécier l'ensemble à l'aide de la matrice de corrélation. Parce que justement, si les corrélations entre les variables observées sont très faibles, eh bien, difficile d'avoir des profils similaires qui vont saturer sur des dimensions plutôt que d'autres dimensions. Et donc, il sera très difficile d'obtenir une solution intéressante dans la situation où les variables observées sont faiblement corrélées. Donc, il faut que les variables soient minimalement corrélées. Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait une très forte multicollinarité, en particulier dans le cas de l'analyse factorielle, proprement dit, autrement dit l'analyse des facteurs communs, qui, comme vous le savez, repose sur la variance commune. Or, lorsqu'il y a une très forte multicollinarité, eh bien la variance commune va coïncider avec toute la variance dans les données, de telle sorte qu'il n'y aura rien de spécifique à chacune des variables observées. Et s'il n'y a rien de spécifique à chacune des variances observées, ben ça signifie qu'il n'y a pas d'erreur de mesure à modéliser. Et bien dans ce genre de situation, le logiciel peut ne pas converger. Alors oui, il faut des corrélations entre les variables observées, mais pas trop de corrélations entre ces variables observées. En tout cas, pour ce qui est de l'analyse des facteurs communs. Étant entendu que pour ce qui est de l'analyse en composante principale, ça importe peu qu'il y ait multicollinarité ou pas. Pourquoi? Parce qu'on cherche à analyser, à décomposer toute la variance contenue dans, effectivement, les variables qui sont observées. Pour mieux avoir une idée sur la qualité des corrélations, il y a un indice qu'on appelle l'indice KMO qui justement mesure cette qualité. Et donc l'indice KMO est similaire à l'alpha de Cronbach. Autrement dit, plus les items sont corrélés entre eux, et bien plus l'indice KMO va avoir tendance à augmenter. Mais aussi, l'indice KMO sera d'autant plus important que le nombre de variables augmente, que la taille de l'échantillon est grande et que le nombre de dimensions est réduit. Et donc, comme l'indice KMO est similaire à l'alpha de Cronbach, que vous connaissez déjà, eh bien son interprétation est similaire aussi à celle de l'alpha de Cronbach. Et finalement, on peut savoir si les corrélations entre les variables observées sont statistiquement significatives ou pas dans l'ensemble. Et dans ce cas, il faut procéder au test de sphérécité de Bartlett qui teste l'hypothèse nulle à l'effet que les variables observées sont indépendantes les unes des autres. Évidemment, on veut obtenir un test significatif, puisqu'un test de sphéricité significatif traduirait effectivement des corrélations statistiquement significatives au niveau de la population étudiée. Voilà donc trois types d'informations qui aident effectivement à vérifier les postulats sous-jacents à l'analyse factorielle. Une fois qu'on a fini de respecter les différents postulats en ce qui concerne l'importance des corrélations, eh bien, il faut rechercher le nombre optimal de dimensions. En l'occurrence, le logiciel va produire autant de dimensions que de variables. Par exemple, si vous avez 6 variables observées et analysées, bien, le logiciel va produire également 6 dimensions. Ce qui signifie qu'il faut faire un choix. Autrement dit, quel est le nombre de dimensions optimales? Est-ce que c'est une dimension? Est-ce que c'est 2 dimensions, 3 dimensions, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut déterminer le nombre optimal de dimensions. Et ça prend des critères statistiques. Et le premier critère statistique qu'on appelle la valeur propre. Précisément, on retient seulement les dimensions dont la valeur propre est de 1 ou plus. D'ailleurs, c'est le critère par défaut dans des logiciels comme SPSS. En fait, SPSS va retenir comme nombre optimal de dimensions les dimensions pour lesquelles on a au moins 1 comme valeur propre. Alors, qu'est-ce qu'une valeur propre? Alors, tout à l'heure, on va y revenir, techniquement parlant. Pour le moment, retenez tout simplement qu'une valeur propre donne une idée sur le poids, l'importance d'une dimension par rapport aux autres dimensions. Autrement dit, la valeur propre nous informe sur la façon dont des variables saturent sur une dimension
en particulier. Et c'est en lien avec la variance expliquée. Autrement dit, plus la valeur propre d'une dimension est importante, plus la variance expliquée par cette dimension est importante. Et par conséquent, la variance expliquée par une dimension est fortement liée à la valeur propre de cette dimension. Étant entendu qu'on peut représenter visuellement les valeurs propres associées aux différentes dimensions de façon à déterminer où effectivement on observe un point de rupture sur le graphique. Le point de rupture correspond effectivement à un coude. C'est pourquoi on parle de coude de Cattell précisément, puisque c'est lui qui l'a découvert. Et là où effectivement vous avez ce coude, eh bien ça correspond au nombre optimal de dimensions. Étant entendu, bien sûr, qu'il est très important de s'assurer que la solution retenue est en adéquation avec la littérature. L'idéal, c'est d'avoir une assise théorique qui va justifier le nombre de dimensions optimales. Étant entendu qu'il ne suffit pas seulement d'appliquer des critères statistiques, mais aussi s'assurer que la solution retenue soit cliniquement ou sociologiquement pertinente. Et finalement, lorsqu'on a fini d'obtenir un nombre optimal de dimensions, il faut interpréter de telles dimensions. En l'occurrence, en commençant par examiner la matrice des composantes ou facteurs, avant et surtout après avoir procédé à la rotation, qu'elle soit orthogonale ou oblique. On va y revenir tout à l'heure. Retenez tout simplement que la rotation orthogonale, c'est une rotation qui fait de telle sorte que les dimensions soient indépendantes les unes des autres, alors que la rotation oblique va obliger à corréler les dimensions entre elles, que ces dimensions soient des composantes principales ou des facteurs communs. On s'entend. Donc l'idée ici, pour ce qui est de la rotation, c'est de faire en sorte que chaque variable puisse saturer le plus possible sur une dimension en particulier. Et bien pour ce faire, ça prend un critère psychométrique d'au moins 0.30. D'autres auteurs comme Caron parlent de 0.40. Autrement dit, le coefficient de saturation doit être égal d'au moins de 0.30 ou de 0.40 pour pouvoir avancer que telle variable sature de façon signifiante, convaincante sur telle dimension. Étant entendu que lorsque vous avez une variable qui sature de la même façon sur 2 dimensions, 3 dimensions, eh bien probablement vous avez intérêt à retirer cette variable de la solution finale, parce que cette variable ne serait pas suffisamment discriminatrice par rapport aux différentes dimensions. Mais aussi, ultimement, nommer les différentes dimensions pour leur donner un sens sociologique, un sens clinique. Et pour ce faire, on peut s'inspirer de la façon dont les variables observées sont étiquetées pour nommer les dimensions de la solution finale. Étant entendu qu'il sera important aussi de mettre en évidence la proportion de variance dans les données expliquées par les dimensions. Étant entendu que si vous avez encore une fois 6 variables observées, eh bien vous aurez 6 dimensions. Et ces 6 dimensions vont expliquer la variance dans les données. Si vous retenez par exemple 2 dimensions sur 6, eh bien évidemment ces 2 dimensions ne vont pas tout expliquer en termes de variance. Ces 2 dimensions vont expliquer, c'est pas par exemple 50% ou 60% de la variance. Eh bien il faut mettre en évidence de combien effectivement les dimensions retenues expliquent la variance dans les données relevant des variables observées. Et finalement, en analyse en composantes principales ou des facteurs communs, on cherche, quoi qu'il en soit, une solution de telle sorte que les variables qui saturent sur une dimension soient fortement corrélées entre elles et par rapport à la dimension en question, mais aussi qu'elles soient peu corrélées aux autres dimensions. Lorsqu'effectivement des variables sont fortement corrélées entre elles et par rapport à une dimension, on parle de validité convergente. Et lorsque ces variables qui saturent sur une dimension ne sont pas corrélées à d'autres dimensions, on parle de validité
discriminante. Et donc, l'idée ici est d'aller à la recherche d'une solution factorielle dont la validité convergente et discriminante est la plus importante possible. Étant entendu que le logiciel, à travers ce processus itératif, retire progressivement des variables qui ne saturent pas sur une même dimension en particulier jusqu'à ce qu'il obtienne une solution plus appropriée, autrement dit qui maximise la validité convergente et discriminante. Ici, l'analyse repose sur la matrice de corrélation. Évidemment, au départ, on a des scores individuels, mais les scores individuels sont transformés en matrice de corrélation. Étant entendu que lorsqu'on est en analyse des composantes principales, la matrice de corrélation est appelée une matrice de corrélation complète. Pourquoi? Parce que la diagonale va inclure toute la variance dans les données, autrement dit 1. Par contre, dans le cas de l'analyse des facteurs communs, la matrice de corrélation est appelée matrice de corrélation réduite. Pourquoi? Parce que la diagonale va inclure seulement les variances communes aux variables à analyser. Voilà comment le logiciel va estimer la solution factorielle optimale.